on a de la belle visite en studio à part ça. Puis c'est un politicien avec qui j'ai soupé cet été par hasard. Là, on était dans le même festival et on a soupé côte à côte. Puis il m'a dit « Attends, tu m'invites jamais dans ton émission? » J'ai dit « Non, des politiciens, j'en invite pas souvent. Parce que souvent, la disponibilité n'arrive qu'en période électorale. Et en période électorale, j'ai l'impression que des fois, ils ont besoin de nous, alors que nous, on aurait besoin d'eux des fois quand il se passe des choses qui intéressent la population. Mais aujourd'hui, je vous dirais, puis je veux pas épeurer mon invité, mais... Trop tard. J'ai pas de rien à régler, mais je veux découvrir qui est la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, la ministre Mme Sonia Lebel. Mme Lebel, bonjour. Hey, bonjour. Bienvenue dans Du Pont le matin. Ben, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait drôle de vous rencontrer parce que moi, je vous suis sur Instagram. Puis là, je me suis dit, c'est sûr qu'elle sera pas disponible. C'est le temps de la chasse. Elle doit être dans le bois quelque part à la chasse. Mais vous profitez beaucoup de la nature. Puis oui. Vous gênez pas de mettre une partie de votre vie privée sur les médias sociaux. Ben oui, parce que c'est ma façon de décompresser. Puis je veux dire, il faut montrer aux gens qu'on est autre chose qu'un politicien dans la vie. J'ai été autre chose pendant... je suis arrivée en politique, vers la fin de la quarantaine. Donc, j'ai été autre chose pendant de nombreuses années. J'ai eu 27 ans de pratique autre que la politique. Fait que c'est important, je pense, de montrer qu'on est autre chose, puis de montrer... En tout cas, pour moi, l'équilibre est important pour passer à travers tout ça, parce que c'est quand même un travail qui est prenant. Là, je vous l'apprendrai pas. Puis je m'en plains pas, parce que je l'ai choisi, puis je le choisis chaque jour. Mais il faut trouver des façons. Puis moi, la nature, ça a toujours été dans, je dirais, mon arsenal pour décompresser. Là. Donc, non, je me gêne pas pour ça. Et... Donc, la jeune Sonia Lebel, elle, aux études en droit. Tu sais, puis hier, on avait un avocat aussi comme invité, puis à un moment donné, ça va passer par l'esprit. Je me demandais, en droit, on dirait qu'il y a la moitié des étudiants qui sont là pour étudier le droit, puis il y a la moitié des étudiants qui sont là parce que ça fait bien pour devenir politicien. Est-ce qu'on le voit, ça, durant les... Est-ce que vous aviez déjà en tête la possibilité de vous lancer en politique un jour? Bien, si c'était mon objectif au moment de me lancer en droit, j'ai raté la cible de 27 ans parce que j'ai quand même pratiqué pendant 27 ans en droit criminel. Non, c'était pas mon objectif. Je dirais même que c'était même pas mon objectif d'aller en droit au départ. J'ai fait mes sciences pures, puis moi, je voulais m'en aller comme médecin légiste. Moi, c'était Quincy, là, qui était mon... À l'époque, on dirait maintenant, c'est Bones, pour les gens qui écoutent ça, bon, etc. Donc, c'était médecin légiste. Ce qui m'a toujours fasciné, c'était vraiment les sciences judiciaires. Donc, résoudre des énigmes, mettre de l'avant des preuves pour démontrer des choses. Mais j'avais aussi une capacité d'argumenter aux grandes dames de mes parents. Donc, et puis au fil du temps, on avait des orienteurs à l'époque, vous vous souvenez. Maintenant, les conseillers d'orientation font beaucoup plus que ce qu'ils faisaient à mon époque, puis je veux les saluer pour leur travail. Ils sont à la fois psychologues, etc. Mais à mon époque, c'était, tu remplis quelques cases, puis tu serais un bon journaliste ou tu serais un bon... Et ce qui sortait dans moi, c'était ça, avocat, journaliste, pour débattre. Ah, pas moi, c'est drôle. Ben, c'est drôle, hein? Mais pour débattre. Donc, et j'ai toujours aimé débattre. Donc, puis je me suis donc en allée en droit, mais vraiment dans l'idée de la criminologie, le droit. Fait que j'ai fini finalement par faire mon stage à la Couronne, c'est pas étonnant. Puis le reste de ma carrière a été basé sur ça. J'ai beaucoup mêlé la science et le juridique. J'ai fait 2 dossiers devant jury, de meurtre devant jury, où la science, l'analyse des traces de sang, l'analyse des GPS. J'ai fait des dossiers avec de l'écoute électronique. Donc, j'ai toujours mêlé les sciences judiciaires et le juridique. Donc, c'est pas étonnant que j'ai fait ça. Vous avez été très impliqué dans la guerre des gangs entre les Hells et les Rock Machines à l'époque. Vous étiez au DPCP, puis là, vous avez été très impliqué. J'ai fait partie du premier bureau de lutte au crime organisé qui a pris naissance avec Printemps 2001. Vous vous souviendrez, à Montréal, dans les milieux des années 90. Bon, il y avait la guerre des motards. On a eu le dossier de Maurice Boucher, dont on va avoir une belle série bientôt, où France Charbonneau collabore. Donc, il y a eu en place toute la question, et j'étais sur l'équipe nationale de la lutte contre les stupéfiants, naturellement. Et j'ai fait partie de la première équipe, le Printemps 2001. Donc oui, j'étais très impliquée dans la lutte au crime organisé. Avez-vous peur à un moment donné, parce que on les savait très dangereux, puis là, ça pétait partout?
partout. Avez-vous craint pour votre sécurité à ce moment-là? Ben, je dirais une crainte intelligente, dans le sens que on peut pas être dans ce domaine-là sans avoir une saine crainte, parce que je veux dire, ce serait téméraire. Les agents correctionnels. Là, ben voilà, puis je faisais partie, moi, du groupe de procureurs qui étaient ciblés à l'époque sur les listes quand il y a eu les agents correctionnels qui ont été tués et tirés. Donc, oui, une saine crainte. Donc, ce qui faisait en sorte, puis ça a été difficile, ma transition en politique pour ça, ce qui faisait en sorte que j'étais extrêmement réservée sur ma vie privée. Les réseaux sociaux existaient, Facebook existait, mais je veux dire, je mettais des photos de lac puis de coucher de soleil, on se comprend, là, avec peu d'informations. Et ça a été difficile pour moi, la politique, à apprendre à aussi me mettre de l'avant, parce que la grande différence avec ma vie d'avant, c'est que le procureur est pas important. C'est le message, c'est la cause, c'est le dossier, c'est la preuve. Donc, ou ta façon de convaincre, on se comprend. Mais que j'aime la chasse ou pas la chasse, le juge puis le jury, ça n'avait pas d'importance. Ils s'en contrefichent, là, ça n'a pas d'importance. Alors que le politicien, pour le citoyen, le député, c'est très important. Qui est son député derrière les messages politiques ou les opinions de son parti ou les mesures qu'on met de l'avant, là. Est-ce que Sonia Lebel devient une star avec la commission Charbonneau? Parce que là, c'est là qu'on vous a... Pour la majorité des gens, c'est là qu'on vous a connu. Je vais laisser le mot star dans votre bouche, mais le fait que les gens me reconnaissent, totalement. Ça a changé votre vie? Ben, ça a été totalement un tournant. Et un tournant qui m'a pris totalement au dépourvu, pour vrai, là, avec je me souviens avec Denis Galland, à peu près à mi-parcours de la commission, au moment où on n'a pas réalisé qu'on était devenu une télé-réalité forcée, parce qu'on était partout. On est allé à un moment donné à Montréal, ça s'est passé à Montréal, à la place Ville-Marie, dans le food court, là, manger comme d'habitude des sushis. Puis on s'est vu sur les écrans géants en train de refaire les images de l'interrogatoire de la matinée. Et là, je disais à Denis, j'ai dit, wow, on est ailleurs, là. Il y a comme quelque chose qui vient de se passer, là. Faut que j'aille m'acheter du linge. Ben, il faudrait peut-être, ouais. Ou pas trop, parce que si je change trop souvent, on va le noter. C'est ça. Donc, le noir est parfait. Mais durant toute cette période-là de la commission Charbonneau, aviez-vous, le sentiez-vous, les caméras, ou vous étiez comme si c'était un procès ou une enquête raisonnable, comme d'habitude? On le sentait pas, vrai. On le réalisait quand on sortait de la commission et qu'on avait des interactions avec les gens qui nous racontaient ce qu'ils voyaient. Mais je veux dire, on entrait à la commission, nous, très tôt le matin, on sortait très tôt le soir, puis honnêtement, je regardais pas le recap de la commission le soir de ma journée vécue, là. Donc, puis la salle d'audience, les caméras sont extrêmement distraites. Donc, je peux comprendre quand les gens vous disent, dans une télé-réalité, on les oublie, les caméras. C'est vrai qu'on les oublie. C'est vrai. Mais on les oublie. On savait qu'elles existaient. Puis, mais je veux dire, on n'en avait pas conscience à chaque seconde, là. Et quand vous étiez justement à la commission, l'impression qu'on avait, et je pense que c'est pour ça que les gens se sont beaucoup pris d'admiration pour vous, vous nous représentiez. Oui. Vous représentiez le grand public dans cette histoire de crime-là. Est-ce que vous trouvez plus facile ou plus difficile en politique de bien représenter le citoyen moyen? C'est chiant comme question. Non, c'est juste plus difficile à répondre parce que, de mon point de vue à moi, je le fais pour les mêmes raisons. J'ai été procureure de la Couronne toute ma vie. Pour moi, je parlais au nom du public toute ma vie. Bon, des fois, le public est plus précisément une victime, mais du point de vue du procureur de la Couronne, le dossier de la victime est important, mais le dossier de l'intérêt public est aussi important. Donc, pour la Couronne, le procureur de la Couronne, de s'assurer que les droits de l'accusé sont respectés, c'est aussi important, parce que la société, on vit dans une société de droit, donc il faut contrebalancer ça. Donc, on n'est pas l'avocat de la police, on n'est pas l'avocat de l'accusé, on n'est pas l'avocat de la victime. Souvent, c'est le dossier de la victime qui prime. Donc, il y a l'intérêt public au sens large. C'est toujours ça qui a été porteur pour moi. Je le fais de la même façon. Aujourd'hui,
Mais l'intérêt public est bien différent des fois parce qu'il y a plusieurs façons de s'y rendre. Donc, le chemin est très important. Oui, mais il y a Donc, l'intérêt du parti et aussi. l'intérêt Il y du a parti. Non, mais je le dis, est très différent parce qu'il y a plusieurs façons de se rendre. Puis, je doute pas que les 125 députés ont l'intérêt public à cœur. Mais on a des façons différentes de l'exprimer. Donc, c'est... Puis vous avez aussi une équipe Oui, on a une équipe. à respecter. Mais oui, puis c'est là. correct. On accepte de jouer en équipe. Puis, je veux dire, c'est pas vrai que 100% du temps, dans 100% des cas, que 100% des décisions nous plaisent à 100% des gens. Je veux dire, si quelqu'un pense réellement ça, je veux dire, on se trompe. L'idée, c'est de trouver... Puis là, j'ai un peu divergé, fait que je vais revenir. Mais l'idée, c'est de trouver... L'idée, c'est de trouver l'endroit où tout le monde est à l'aise. Puis, de toute façon, tous les partis politiques sont une coalition de gens qui vont trouver le filon du message ou de la mesure qui les rallie puis qui vont les faire avancer ensemble parce qu'ensemble, souvent, on va beaucoup plus loin. Donc, mais je reviens à la question. Oui, c'est plus difficile parce que c'est pas toujours clair pour les gens qu'on le fait selon notre point de vue, dans leur intérêt. Alors qu'à la commission, ben, je veux dire, j'étais peut-être le porte-voix de bien des gens, là, puis je pouvais m'indigner au nom des gens, donc probablement que je ralliais une plus grande partie des gens derrière parce que moi. les gens ordinaires, comme nous autres, là, des fois, je trouve qu'on est jamais entendus. Nous autres, on fait une job à part, mais il y a des groupes de pression. Oui, mais parce qu'il y a des groupes de pression de plein d'affaires, puis on a l'impression que leurs paroles portent beaucoup plus que celles des gens ordinaires. Oui. Tous ceux qui sont pris dans le trafic un matin, là, à Québec, à Montréal, eux, là, ils aimeraient ça qu'on élargisse les routes, mais les groupes de pression environnementale font que le gouvernement ne décide jamais d'aller dans cette voie-là. Alors, des fois, ça peut être frustrant pour bien du monde de voir que les décisions sont prises dans cet angle-là. Mais je le comprends, puis ça peut être frustrant pour nous aussi de voir que... Puis je dis souvent, c'est pas moi qui le dis en premier, là, fait que je prendrais pas la paternité ou maternité de cette citation-là, mais j'avais trouvé que c'était tellement exact. On est passé de la majorité silencieuse à la minorité bruyante. Et ce qui veut pas dire que ces gens-là qui sont dans les groupes de pression n'ont pas des enjeux légitimes, c'est pas ça que je veux dire, pas du tout, là, parce que je vois tout de suite, oh mon Dieu Seigneur, elle vient de dire que ce qu'on dit n'a pas d'importance. Mais c'est difficile pour le citoyen, puis c'est pour ça que c'est important, comme député, d'être le plus souvent possible proche des gens pour entendre aussi ce qu'ils disent, puis ça fait du bien, je vous dis des fois, de retourner dans nos comtés, parce que on entend que tout n'est pas noir et blanc, et souvent sur la colline parlementaire, où là, c'est difficile pour le politicien, c'est la bulle. On a l'impression que c'est tranché, là. Mm-hmm. Et ça devient, je dirais, des fois déstabilisant. Tu as l'impression que ce qui est sur la tribune est martelé par les médias sur la tribune. Puis encore là, ce qu'ils nous posent ou nous mettent de l'avant, c'est légitime. On a l'impression que... c'est comme... Je vais faire une analogie. Si tu passes ta vie dans un hôpital, tu penses que tout le monde est malade. Si, comme moi, je passais ma vie dans un palais de justice, je pensais que tout le monde avait des troubles avec la justice. À un moment donné, tu finis par être biaisé parce que ton échantillonnage est biaisé. Donc, ça fait du bien de retourner sur le terrain. Puis, c'est pour ça que c'est important de le savoir, ça. Est-ce que, mais à ce moment-là, vous avez fait 27 ans en justice. Oui. Vous êtes devenu ministre de la Justice. Oui. Vous avez été déçu, j'imagine. Le Conseil du Trésor, c'est gros en bâtisse, mais vous aviez 27 ans d'expertise dans un domaine. J'aurais aimé vous demander aujourd'hui, on devrait-tu fermer des palais de justice, par exemple? Moi, je me souviens de Marc Bellemare, quand il était ministre de la Justice, il avait une intention, c'était de fermer des palais de justice, puis Jean Charest lui avait dit, parce que c'est Marc qui me l'a compté, tu fermeras pas de palais de justice tant que je vais être là. Donc, là, vous étiez dans votre élément. Est-ce que vous trouvez que c'était un atout d'avoir fait partie de ça, ou au contraire, ça vous mettait trop en vase clos avec ce que vous avez toujours connu? Non, je pense que c'est un atout, mais j'ai ce même atout-là au Trésor. Je vais juste parler des négociations, sans parler des négociations, mais le fait de négocier, c'est ça que j'ai fait toute ma vie, là. Donc, ça me sert, mon expérience me sert. C'est sûr, tu sais, est-ce que j'ai été déçue? Je veux dire, moi, je suis née à la justice, je suis née au ministère de la Justice, j'ai travaillé là toute ma vie. C'est sûr que j'étais extrêmement fière et contente d'être à la justice, mais je veux dire, c'est un défi immense et je suis très contente et fière d'être au Trésor. Donc, c'est pas une déception. C'est juste que, bon. Mais là, vous avez dit, là, c'est les négociations, puis moi non plus, ça non, c'est pas le sujet, mais c'est dire le cadre des négos, c'est sûr que pour moi,
Mon expérience me sert beaucoup. Mais est-ce que vous êtes vraiment à la table des négociations où on vous rapporte et où on vous demande de trancher sur ce qui s'est dit autour des gens qui négocient? Ben, il y avait 53 tables de négociation qui fonctionnaient en même temps, donc non. Vous n'y allez pas, Ben non. c'est ça. non. Il y a des négociateurs aguerris, il y a des gens aguerris, donc c'est le métier de négocier. Et moi, je peux pas être assis aux tables de négociation. Puis c'est pour ça que ça me fait rire des fois quand les gens sur Instagram ou Internet ou Facebook me disaient, coudonc, t'es pas à la table. Mais non, je suis pas à la table de négo, puis je suis pas à toutes les tables de négociation. T'sais, on dit la table parce que c'est symbolique, mais une négociation, c'est pas toujours autour d'une table. Ça peut se passer à plusieurs niveaux. Les discussions se font à plusieurs niveaux. Oui, mais l'infirmière, ma blonde est infirmière. Oui. L'infirmière, là, elle pense rien qu'à sa table à elle. Oui. Même moi, je savais pas qu'elle avait 53. Là, Oui. ça va donc bien mal. Non, mais non. Il y a du monde qui chiale. Non. Mais ce que je veux dire, pendant le phare des négociations, il y avait la table de négociation centrale, il y avait, chaque syndicat a sa table de négociation. Là, je reviens pas des négos, mais c'est un peu ça que je voulais faire dans mes fameux forums où personne n'a accepté de me suivre, c'est de dire, on peut s'asseoir autour de la même table? Parce que moi, j'avais, pas moi personnellement, là, mais moi à travers mes équipes, puis quand j'embrasse un dossier, il devient au jeu, j'en suis désolée parce que je m'investis, mais moi à travers mes équipes, ben, j'avais des enjeux. Les infirmières, il n'y a pas juste la FIC, il y a 3, 4 syndicats qui les représentent, donc j'ai 4 tables pour les infirmières, théoriquement. Mais j'ai un employeur, j'ai un gouvernement, donc là, mais pour dire que non, mais j'ai des équipes extrêmement chevronnées. Moi, ce qui est important, je suis comme un chef d'orchestre. Tu sais, le chef d'orchestre, il n'est pas obligé de jouer de tous les instruments, mais il doit être capable de s'assurer de l'harmonie, de la direction, puis que tout ça coordonne ensemble. Et le rôle du Trésor, c'est beaucoup ça. C'est une tour de contrôle qui s'assure d'une cohérence gouvernementale autant que faire se peut, naturellement, dans tous les dossiers qui sont d'importance gouvernementale. Le budget, les négos, etc., etc. Donc, je me vois comme la tour de contrôle et moi, j'ai mes tables de négociation, j'ai des pilotes à chacune de mes tables, puis je m'assure que tout ce monde-là crash pas dans le ciel. Là. Avez-vous l'impression des fois que, justement, les syndicats ou les gens avec qui vous avez à négocier par vos équipes, qui ne représentent pas vraiment ce que les gens sur le terrain veulent obtenir? Tu sais, j'ai trouvé qu'en santé, là, il y a eu un clash, entre autres, entre ce que les délégués syndicaux demandaient et ce que les infirmières demandaient. Tu sais, il y a eu comme un changement de cap à mi-parcours. Là. Vous allez me permettre de prendre un petit pas de recul 2 minutes, pour être extrêmement prudente parce qu'il y a un vote qui est en train de se dérouler. Okay. Je veux faire attention à ce que je dis, mais si on se fie aux dernières façons où ça se passe, où on a des ententes et ça semble pas être accepté par les membres sur le terrain, on l'a vu, ou c'est difficilement accepté. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est la façon? Est-ce qu'il faut revoir notre régime de négociation? J'en ai parlé dans la première négo. Toujours, j'ai le privilège d'en avoir fait 2 de suite, puis il n'y a pas un président du Conseil du Trésor qui a fait 2 négociations de suite. J'en ai fait une back-à-back, 2023 et celle-ci. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans notre système, que ça fait 40 ans dont ça fonctionne. Donc, au lieu de avec la nouvelle génération de travailleurs, c'est ça. De nouveaux syndiqués de l'État, ils n'ont peut-être pas la même mentalité que leurs aînés avaient. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Je dirais qu'au lieu de blâmer les syndicats, je pense qu'il faudrait ensemble avoir une conversation pour revoir le rôle de chacun et la façon de fonctionner. Parce que à l'état pur, là, si on enlève toutes les règles, le travailleur doit être représenté, puis il doit y avoir un rapport de force contre le gouvernement. Je veux dire, c'est trop gros. Je suis dans le gouvernement actuellement et je dis ça prend un rapport de force. Là. C'est impossible. Là. Mais ce rapport de force-là et cette façon d'avoir cette relation-là dans le rapport de force, peut-être que c'est plus le modèle des années 70 où on fait la grève avant même d'avoir une entente ou même parce qu'on pense que si on fait pas la grève, le gouvernement ira pas jusqu'au bout. Donc, puis j'ai été de l'autre côté de la table, donc je suis capable de vous dire que je pense qu'il faut revoir la façon de négocier puis le rapport de force, mais moi, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense que le syndicat doit être là, le travailleur doit être représenté. Mais je suis un peu étonné de vous entendre parler de changement, d'être ouverte à revoir certains modèles. Mais c'est pas simple, là. Non, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs là-dedans, puis il va y avoir il y a de la résistance, là. Et vous me dites que ça changera jamais, donc. Non, c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est parce qu'il... Mais faut le faire. Oui. Je pense qu'il faut le faire. Mais le bateau est trop gros. C'est comme si on avait pris le canal de Suez pour vouloir virer de bord. Faire attention. Ça changera jamais ou ça va changer en 24 heures. Si votre définition de ça changera jamais, ça veut dire on n'y arrivera pas d'ici dimanche, ça changera jamais, je suis d'accord. Okay. Mais si votre définition de ma définition de ça va changer, c'est qu'il faut l'entreprendre, le virage. Puis
Un degré, là, regardez un compas, là. 1 degré aujourd'hui peut être 1 kilomètre dans 10 ans, puis 600 kilomètres dans... Bon, quand on discute... Il faut faire attention, ça ne changera jamais. Quand on discute de ça et de changement de la structure, je demande toujours à mon collègue quel premier domino doit tomber pour que ça change. Et voilà. C'est quoi le premier domino? Est-ce que c'est du côté patronal? Est-ce que c'est du côté politique? Est-ce que c'est du côté syndical? Bien, de mon point de vue, la négo est comme n'importe quoi dans notre société, c'est encadré par des règles. OK? C'est pas un jeu, là, parce que je sais que c'est la vie des gens, mais il y a des règles. Comme les tribunaux comme le justice a des règles. Tu sais, quand on va devant un procès, c'est pas un jeu, mais il y a des règles de procédure, il y a des règles qui encadrent ça. Puis, donc, je pense que le premier domino, c'est de revoir les règles. Ensemble. Puis de revoir, parce que c'est les règles qui conditionnent la façon de se parler puis la structure. C'est les règles, présentement, qui conditionnent le rapport de force. C'est les règles, présentement, qui datent des années 70, qui donnent des réactions des années 70. Donc, je pense que ce sont les règles. Mais ça sera pas facile, je le répète, on le fera pas en 24 heures. Mais quel est le premier domino? Je pense que c'est ça. Si on revoit les règles, on va réussir peut-être à bouger les choses. Je dis que c'est le premier domino. Bon. Moi, je vais revenir dans la vie de Sonia Lebel, là, parce que ça, c'est pas mal plus intéressant. Ben oui, mais oui. L'appel de la politique, ça arrive comment? Là, on vous connaît avec la commission Charbonneau, un caractère... si vous avez un caractère, là, ça, c'est très clair. Oui, absolument. Et convivial. Oui. Alors, c'est eux qui vous appellent ou vous aviez ça un peu en arrière-tête? Vous nous avez dit que dans vos études, non. J'avais 0 ça en tête. 0. C'est un appel. C'est un appel de la CAQ, là, quelqu'un qui m'a contacté au départ. Pour ça, j'ai rencontré Martin Koskinen, etc. Mais c'est un appel. Il y a 2 choses. Vous avez dit non sur le coup? Ah ben oui, absolument. J'ai dit non sur le coup. Tout le monde dit non, je pense. Hein? Mais j'ai dit non pour plusieurs raisons qui m'appartiennent, personnelles autant que. Mais j'ai dit non sur le coup et j'ai résisté longtemps. Puis je le sais, là, que je dis souvent, j'étais la seule au Québec qui était convaincue que je me présenterais jamais. Puis même quand j'ai joint la CAQ en 2017, en février, j'ai dit à François, à ce moment-là, François Legault, je vais y aller comme membre du staff. Puis j'ai travaillé 1 an et demi avec eux comme membre du staff, là, dans l'équipe politique à l'arrière, comme conseillère. Puis encore une fois, j'étais la seule au Québec qui était convaincue qu'il se présenterait jamais parce que j'aime les dossiers, le contenu. Oui, je suis moins... Puis là, vous allez me dire, elle se met sur les réseaux sociaux, elle nous bullshit. J'ai jamais été la personne qui se mettait de l'avant parce que ça n'a jamais été mon rôle. On en parlait. Mais moi, je pense moi, j'ai pas cette impression-là. Je fais attention parce que des fois, tu sais, je dois le dire, mais j'ai dû apprendre à me mettre de l'avant parce que, comme je disais tantôt... Ça vient avec. Contrairement à ce que je faisais avant, où là, tu dois te cacher derrière le rôle. Et même, on parlait de la toge en off, faut jamais parler en off parce qu'on n'en parle jamais en on. Mais on parlait de la toge et des uniformes parce que le procureur ou l'avocat doit pas être une distraction. Donc, il faut qu'il soit le plus neutre possible dans son... Donc, mais le politicien, le message est important et le porteur du message est important. Donc, j'ai appris à me mettre de l'avant. Là, j'ai perdu sur la question. Ça va bien? Non, mais c'est ça. C'est savoir donc l'appel que vous avez eu. Oui, puis là, vous avez décidé de vous joindre à un moment donné et de faire le saut dans ça. Mais c'était non au départ. Puis pour moi, c'était non pour plusieurs raisons. Parce que, comme procureur de la Couronne, on peut pas faire de politique. Donc, je m'étais intéressée à l'actualité, mais pas la chose politique. Moi, je suis pas une partisane de nature. Je suis pas fan de rien. Je parle pas juste de la politique. Je suis pas une partisane de nature. Fait que moi, c'était pas... Je peux pas dire j'ai été libérale toute ma vie. J'ai été péquiste toute ma vie. Moi, j'ai voté, oui. J'ai voté souvent... Je vous dirais dans plusieurs sens. Dans le sens que, pas nécessairement dans le sens d'un parti, mais dans le sens d'une idée. Comme les gens ordinaires. Dans le sens d'une idée. Dans le sens d'une idée. Fait que pour moi, j'ai jamais eu l'appel de la politique. Puis ça impliquait qu'il fallait que je démissionne de la Couronne parce que je peux pas faire de politique et procureur de la Couronne. Je demeure avocate. Fait qu'il y avait bien des affaires. Il y avait mes enfants, il y avait la famille. Avec la commission Charbonneau, j'ai été très, très, très prise. Ça a été ma politique à moi pendant 4 ans. Là. C'était une vie assez folle aussi. Mes enfants étaient très jeunes. Je me suis séparée. Fait qu'il y avait plein d'affaires qui disaient, ça me tente-tu de me relancer dans un bateau qui est pas le même, mais qui va m'entraîner dans un tourbillon similaire, je vais le dire même. Est-ce que maintenant, les ambitions à venir, ça regarde quoi? Parce que là, vous n'avez jamais reculé. Vous avez toujours progressé dans ce gouvernement-là. Oui. Est-ce que, M. Legault ne sera pas là indéfiniment? C'est-tu quelque chose? J'aborde cette question-là de
la même façon que j'ai toujours abordé ma vie, de la même façon qu'à la veille de me lancer comme candidate au mois de mai 2018, j'étais encore en train de me poser la question. Je sais pas. Je vais traverser le pont quand la rivière va arriver, va se présenter, c'est-à-dire, pour l'instant, moi, ce qui me préoccupe, c'est comment agir dans mes dossiers actuels. Puis j'ai fait ça toute ma vie comme procureur de la Couronne aussi. Le dossier actuel, et pour moi, ça a été une recette gagnante. Me consacrer sur ce que je fais maintenant, puis réussir maintenant. Il y a des gens qui sont capables de regarder la prochaine chaise alors qu'ils sont dans une. Moi, j'habite la chaise que je suis. Présentement, je suis entièrement, pleinement présidente du Conseil du Trésor et ça me va très bien. Je pense que c'est une des choses qui plaît beaucoup aux gens, c'est votre simplicité. Authenticité. Ben, merci. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la politique, Mme Lebel, puis qu'est-ce que vous détestez le plus? Excellente question. Ce qui me plaît le plus, là, c'est vraiment les dossiers. Les gens n'ont aucune idée à quel point c'est varié les sujets qu'on aborde. C'est même des fois, parfois déstabilisant parce que des fois, je me fais la réflexion, mais comment ça fait? Faut que je réponde à ça, tu sais. La première réflexe, après ça, on creuse puis on trouve la raison. Mais dans le fond, tout ce qui intéresse le citoyen est potentiellement un sujet qui remonte jusqu'à nous. Bon. Donc, j'adore ça. J'adore le fait qu'on peut faire des petits changements. Des fois, c'est juste le premier domino que je vais avoir l'occasion de faire tomber. Puis moi, mon analyse de mon succès en politique, là, c'est si un jour je vais en sortir, je sais pas quand, mais je vous annonce que je ferai pas ça jusqu'à mon décès. Donc, un jour, je vais en sortir. Tu vas décider. Peut-être. Non, mais vous avez raison. Un jour, je vais en sortir. Je sais pas comment, je sais pas par quelle porte, puis je sais pas quand. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de faire un constat et de dire j'ai fait bouger l'aiguille. J'ai fait un peu bouger l'aiguille en justice quand j'étais là. Peut-être que j'ai entraîné un mouvement qui a entraîné d'autres dominos dont les gens vont ressentir l'effet après, bien après mon passage. Mais moi, je saurai que j'ai eu l'action sur un premier domino. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement excitant. Bon, ce que vous détestez maintenant. Oui. Ben, pas que je déteste, mais ce que je trouve dommage, c'est que les gens réalisent pas souvent qu'on fait pas tomber le premier domino. Tu sais, et que c'est difficile de faire ressortir. Puis, vous avez eu la même réaction tantôt, puis elle est extrêmement légitime. Quand on dit que ça va être difficile, là, moi, dans mon langage à moi, c'est pas qu'on le fera pas. Je veux juste que les gens comprennent que ça se fera pas en 24 heures. Et je comprends les gens d'avoir soif de changement et de vouloir du changement immédiat. Mais c'est pas toujours possible. Quand on parle, entre autres, des négos, puis qu'on parle de règles du jeu qui sont là depuis 40 ans, changer une structure là, où plusieurs y trouvent malheureusement leur compte, qui n'est pas toujours le compte du citoyen, puis le citoyen change. Là. Quand on parle de dossier, le citoyen change. Dans le dossier des syndicats, le citoyen, c'est leur membre. Ben, donc, je veux dire, qui sont pas toujours à l'avantage du citoyen, pas toujours tout à l'avantage du citoyen, dépendamment des dossiers. Mais que le citoyen le voit pas souvent, qu'on essaie de faire les changements, puis que des fois, malheureusement, ça va être après. Oui, mais ça, c'est sûr que mais c'est ça que j'haïs le plus. Mais moi, là, il y a une affaire où on se rejoint. Pas avoir l'occasion de toujours en parler en profondeur. Moi, je suis avocate de nature. Exposer mon dossier dans un clip de 10 secondes, est-ce que je déteste ça? Ouais. Non. Est-ce que ça me frustre parfois? Oui. Surtout que je suis dans les dossiers qui sont peut-être les moins faciles à encapsuler. Ouais. Je comprends. Il y a un là, point, vous m'avez parti. Non, je le sais, puis il y a une affaire sur quoi on se rejoint. T'sais, moi, on est des opposés dans le sens où vous travaillez beaucoup, moi, je travaille pas, puis je passe mon temps à écouter la TV. Fait que j'écoute le canal Investigation sur toutes les affaires de meurtre. Mme Lebel, elle aime ça aussi, la j'adore ça, mais là, j'ai moins le temps de l'écouter. Moi, je fais rien que ça. Puis quand je commence à l'écouter, il faut que je refasse l'épisode le lendemain, parce que je me suis tombée endormie après 5 minutes. OK. Bon, puis l'autre jour, je suis tombé sur une histoire de double meurtre à Pierrefonds, puis là, je fouillais ça et je suis tombé, parce que je suis pas très bon, j'ai pas d'ordi, là, j'ai une tablette, mais je suis tombé à la Bibliothèque nationale les archives là, de tous les journaux. Je savais même pas que ça existait. Fait que là, c'était l'année 94. J'ai fouillé avril 94. Là, j'avais la presse du mois d'avril 94 qui était là, qui est comme photographiée. Là, Lisa, tu connais, le soleil fait la même chose. Oui. Mais là, je cherchais un article en précis. Mais là, la presse, c'était le 16 Là, c'est loin, là. Oui, 16 mai 94. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mangé ce jour-là? Je sais pas. Non, mais moi, je vous obligerais, chacun des politiciens, à faire ça tous les jours, de dire, bon, aujourd'hui, on est le 3 octobre, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans la presse du 3 octobre? OK, je comprends. Il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Parce que moi, j'ai tombé en bas de ma chaise. La une de la presse de, je sais pas si c'était à quelle journée d'avril ou de mai, là, c'était le premier ministre qui disait faut bouger plus rapidement pour un TGV Québec-Windsor. Tabarnak, il y a 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça?
On en parle encore. On n'a fait aucun pas. Et là, je vous donne cet exemple-là, mais il y en avait plein d'articles sur des choses qui sont encore les mêmes. Le trafic, le coût de la vie, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas de chance. aux urgences. Ouais, et j'en reviens. Et j'ai réalisé, est-ce qu'on n'avance pas? Vraiment, là, je trouve que le meilleur chemin pour nous aider à avancer, c'est de regarder dans le passé. Ben ça, je suis d'accord avec vous. Moi, de connaître d'où on vient ou ce qui s'est passé avant pour... Tu sais, ça a l'air d'un cliché, mais c'est pas... Les choses ne deviennent pas clichés pour rien. Mm-hmm. Les clichés deviennent des clichés parce que finalement, c'est la vérité puis c'est le quotidien. Tout à fait. Mais tu sais, on va vivre toujours dans une société où ce genre d'enjeux-là vont revenir de façon récurrente, même si on les règle à court terme ou à moyen terme, on trouve des solutions. Ben, tu sais, le trafic était un enjeu à l'époque, mais d'autres enjeux. Moi, j'ai voyagé toute ma vie là, dans le trafic de Montréal puis tout ça. Puis oui, on en parle, puis je pense qu'on va en parler encore. On va trouver des solutions, par contre. Mais, je veux dire... Quand on vit dans une... Oui, mais c'est long, mais il faut regarder aussi qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été réglé, quelles sont les causes qui font qu'on est encore là-dedans. Mais on est une société en mouvement constant. On grandit constamment. Les enjeux changent. Là, c'est le vieillissement de la population. À une certaine époque, c'était le boom des baby boomers, plus d'enfants. Fait qu'on manquait peut-être de médecins, mais plus de médecins pour les jeunes. Maintenant, on manque plus de types de soins. Fait qu'il faut que... Ce qu'il faut faire, c'est avoir de l'agilité pour s'adapter constamment, mais tu sais... Je vous ai regardé encore, là, mais je vois que vous devez quitter. On n'a même pas parlé de Star Trek encore. Là. Ça aurait été important. Je pense de Star Trek. OK, mais êtes-vous Star Wars ou Star Trek? Moi, je suis Star Trek. J'ai compris qu'on avait un point commun. Oui. Zéro, moi. Ah ouais, plus Star Trek, moi. Ouais. Oui? Ah, ben là, OK. c'est bien mieux Star Trek. Vous êtes une fan, moi je suis pas au courant de ça. Là. Vous êtes une fan de Star Trek? Oui. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Ben, tout. Non, mais j'aime. Ça vous aide à vous évader de la réalité. Premièrement, la science-fiction. Oui, toutes les époques. Ben, j'en préfère que d'autres, on s'entend, là. Je suis une fan de voyageurs, pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Mais tout. Parce que ça m'évade. Non, Enterprise, c'est meilleur. Moi, je dirais. Là, Oui, Enterprise, mais ça dépend de l'époque. Mais oui, mais... Je vous inviterai à mon podcast, Les Geeks. Ah, mais ça, c'est pas pire, ça. On ira à Comic-Con. Mais j'aime parce que moi, j'ai besoin de m'évader. Fait que moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Puis autant j'aime le judiciaire, à un moment donné, c'était tellement proche de ma réalité que j'avais le défaut de dire, ben voyons, ça marche pas ça. Fait que c'est difficile de décrocher. Quand quelque chose est très proche de ta réalité, c'est difficile de voir la fiction derrière ça ou la romance derrière ça parce que c'est ta réalité. Fait que c'est plus compliqué. Mais j'adore la fiction. Mais, je m'excuse, mais il y a des enjeux de société là-dedans et des analyses de société. Vous prenez des exemples dans ça? L'interculturel, tu sais, bon, c'est fait à travers des extraterrestres. Ah, mais ouais, okay. Comment les sociétés viennent ensemble, viennent à vivre. Et c'est très visionnaire. Premier baiser interracial à la télé, c'est dans Star Trek. Star Trek, bon, okay. C'est sûr que c'est Kirk avec une martienne bleue, là, qui était, je veux dire, j'aimerais ça être cette martienne bleue-là. Il était si beau que ça. Ben, j'aimerais ça être bleue, là, juste pour être comme elle était, mais je veux dire, oui, il y a beaucoup d'analyses quand on regarde derrière, mais honnêtement, je l'écoute pas pour l'analyse au départ, mais il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut revoir dans la société, avec les Borg, d'ailleurs. Avez-vous oublié pour aller au hockey ce soir? Les Russes, en tout cas, bref, on pourrait faire juste là-dessus. Là. Ah oui, je savais pas. Avez-vous oublié pour aller au hockey ce soir? Non. J'ai autre chose à faire, puis moi, j'habite pas Québec, alors je m'en vais voir ma famille ce soir. Vous habitez à quel endroit? Mais moi, j'habite sur la rive sud, plus de Montréal. OK. Ouais. Donc, non, je vais pas au hockey ce soir. Merci d'être passé nous voir et vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Le prochain coup, on va prendre du temps sur Star Trek. Vous écouterez quelques épisodes. Mais oui, parce que là, sinon... Hein? Merci beaucoup, Sonia Lebel, qui était notre invitée, présidente du Conseil du Trésor dans Dupont le matin. On n'a pas réglé aucun dossier, mais on a connu le personnage derrière le rôle de ministre. C'est fort important.